Je pars d'un point central, une minuscule voie maritime, large de seulement 20 et 1 000 à son point le plus étroit, est capable de prendre toute l'économie mondiale en otage. Un pays que les États-Unis venaient de bombarder pendant 6 semaines a retourné cette même voie maritime contre eux, piégeant des navires de guerre américains, étranglant l'approvisionnement mondial en pétrole et forçant la marine la plus puissante de l'histoire humaine dans un coin dont elle ne peut pas sortir facilement. Ce n'est pas une hypothèse, c'est en train de se produire maintenant. En date du 14 avril 2026, le détroit d'Ormuz, le point d'étranglement énergétique le plus critique de la planète, se trouve au centre de la confrontation navale la plus dangereuse depuis la guerre froide. L'Iran a fermé le détroit. La marine américaine s'est présentée. Les deux camps jouent maintenant à un jeu où un seul faux pas ne déclenche pas seulement une guerre, il fait s'écraser l'économie mondiale, double le prix du pétrole du jour au lendemain et entraîne des dizaines de pays dans un conflit auquel personne n'était vraiment préparé. Ce n'est pas un drame politique. C'est la phase finale. Et j'explique exactement comment on en est arrivé là, parce que le portrait complet est bien plus troublant que ce que laissent entendre les manchettes. Dans la version trumpienne de la gestion de crise, bien sûr, on traite un point d'étranglement maritime comme un segment de télé d'actualité, en espérant que les graphiques fassent le gros du travail. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une campagne aérienne coordonnée contre l'Iran, baptisée Opération Epic Fury. Les frappes ont visé des installations nucléaires, des infrastructures militaires et des centres de commandement clés à travers le pays. Dans une escalade spectaculaire, les frappes ont tué le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. L'Iran a été ébranlé, mais l'Iran n'a pas été vaincu. En quelques heures, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a activé ce que des analystes ont décrit comme son atout maître. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz, et cela compte parce que le détroit d'Ormuz est l'étroit passage entre l'Iran et Oman, par lequel transitent environ 20 à 20 et 1 million de barils de pétrole chaque jour. Cela représente environ 20% de l'ensemble de l'approvisionnement pétrolier mondial. C'est aussi la porte de sortie d'environ 20% du gaz naturel liquéfié, le GNL, à l'échelle mondiale. Si vous conduisez une voiture, chauffez votre maison, prenez l'avion ou achetez quoi que ce soit qui a été fabriqué ou expédié quelque part sur Terre, le détroit d'Ormuz influence le prix que vous payez. L'Iran ne s'est pas contenté de menacer de le fermer, il l'a miné. Il a lancé 20 et un attaque confirmée par missiles et drones contre des navires marchands. Il a averti tout bâtiment qui tenterait d'y passer que cela serait considéré comme un acte d'agression. Le 2 mars 2026, un haut responsable du CGRI l'a officialisé. Le détroit était fermé, des centaines de pétroliers étaient coincés dans le golfe Persique, incapables d'en sortir. Le Brent, la référence mondiale pour le pétrole, qui se situait autour de 70 $ le baril avant la guerre, a grimpé au-delà de 100 $. L'économie mondiale a commencé à retenir son souffle. Ce que cela signifie réellement pour le monde est vertigineux, à la fois sur le plan économique et sur le plan militaire. D'abord, la crise pétrolière. Le Brent a augmenté d'environ 40% depuis le début de la guerre. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a confirmé le 14 avril que les prix de l'énergie continueront probablement à monter jusqu'à ce qu'un trafic maritime significatif reprenne dans le détroit. Il y a un mois, l'administration Trump promettait aux Américains un prix de l'essence à 3 $, le gallon d'ici l'été. Cette promesse est morte. Le pétrole approche les 100 $ le baril et continue de grimper. Ensuite, l'effet de choc économique est véritablement mondial. La Chine importe près du tiers de son pétrole total par le détroit d'Ormuz. Il s'avère que le prix de l'essence ne répond pas aux vibrations de campagne, même annoncées avec un maximum d'assurance et un minimum de physique. Zhu Fang, doyen de l'école des études internationales de l'université de Nankin en Chine, a averti qu'une fermeture prolongée affecte déjà activement la consommation intérieure et les prix de l'énergie en Chine. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et une grande partie de l'Asie du Sud-Est dépendent d'un trafic ininterrompu à Ormuz. L'Europe, déjà éprouvée par des années de volatilité énergétique, regarde la situation avec horreur. Troisièmement, les enjeux militaires sont énormes. Des milliers de frappes militaires américaines ont gravement affaibli les forces conventionnelles de l'Iran, mais voici ce que le Pentagone n'avait pas pleinement anticipé. Les capacités asymétriques de l'Iran sont toujours intactes, l'Iran a encore des mines, et il les a déjà utilisées, il dispose encore des SAM de petites vedettes rapides du CGRI, équipées de missiles. Il possède des centaines de drones armés, de surface et aériens, il a des missiles de croisière basés au sol capables d'atteindre des navires opérant profondément dans le golfe Persique. Le sénateur américain Mark Warner, démocrate de premier plan au sein de la commission sénatoriale du renseignement, l'a bien résumé lorsqu'il a averti
L'Iran peut envoyer des vedettes rapides miner le détroit ou fixer des bombes à des pétroliers à n'importe quel moment. Les États-Unis, on peut être la marine la plus puissante du monde, mais ici, c'est le terrain de l'Iran. Il y a un autre chiffre qui compte ici. À elle seule, la première semaine de cette guerre a coûté environ 3 milliards de dollars aux États-Unis. Le Pentagone devrait maintenant demander entre 80 et 100 milliards de dollars de financement de guerre supplémentaire. Ce conflit brûle l'argent à un rythme qui rendrait même Washington nerveux. C'est là que la situation devient vraiment intéressante et là où la plupart des grands médias s'arrêtent, tout le monde parle du blocus, tout le monde parle des publications de Trump sur Truth Social, menaçant d'envoyer les navires iraniens en enfer. Mais presque personne ne parle des 5 manœuvres de puissance géopolitique cachées sous la surface de cette crise, des manœuvres qui vont déterminer qui remportera réellement cette confrontation et à quoi ressemblera le monde de l'autre côté. Dans l'univers trumpien, chaque crise navale finit tôt ou tard par être reconditionnée comme une évaluation de performance pour Internet. Je vais présenter les 5 facteurs clés qui façonnent la phase finale, du plus important au plus critique. Le dernier facteur, celui dont presque personne ne parle dans les médias traditionnels, pourrait complètement changer la façon dont ce conflit est perçu. Avant d'en arriver aux facteurs classés, il faut comprendre ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz et pourquoi le contrôler constitue la plus grande puissance géographique qu'un pays du Moyen-Orient puisse détenir. Le détroit se trouve entre la côte sud de l'Iran et l'extrémité de la péninsule du Muzandam, qui appartient à Oman. À son point le plus étroit, il ne mesure que 20 et 1 mille de large. Mais ces 20 et 1 mille forment le goulot d'étranglement par lequel passe un volume inimaginable d'énergie mondiale, quelque part entre 17 et 20 et 1 million de barils de pétrole brut par jour, ainsi que d'énormes quantités de gaz naturel liquéfié destinés principalement à l'Asie. Historiquement, les États-Unis et leurs alliés ont structuré toute l'architecture de sécurité du Moyen-Orient autour du maintien de l'ouverture du détroit. C'est pourquoi la 5e flotte américaine a son quartier général à Bahreïn. C'est pourquoi les États-Unis ont passé des décennies à bâtir des relations militaires avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar. Toute la logique stratégique de la projection de puissance américaine dans le Golfe Persique a toujours été la suivante: s'assurer que rien ni personne ne puisse fermer le détroit d'Ormuz. L'Iran l'a toujours su. Pendant des décennies, fermer le détroit a constitué pour l'Iran son ultime moyen de dissuasion, l'équivalent géopolitique d'une option nucléaire, sans aller jusqu'à une véritable arme nucléaire. Pendant des années, les décideurs américains ont supposé que l'Iran ne l'utiliserait jamais vraiment, parce que les dommages économiques pour l'Iran lui-même seraient trop graves. Ils se sont trompés. Quand les États-Unis et Israël ont tué Khamenei et commencé à marteler les infrastructures iraniennes, Téhéran a décidé que garder le détroit ouvert n'avait plus aucune valeur si le pays était détruit de toute façon. Et donc, ils l'ont fermé. Ce faisant, ils ont transformé le détroit d'Ormuz en piège. L'arme la plus efficace de l'Iran dans cette crise n'est pas un missile, ce n'est pas un drone, c'est une mine navale, l'une des armes les plus anciennes de la guerre maritime. L'Iran a posé des mines marines dans tout le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas de la spéculation. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a confirmé le samedi 12 avril 2026 qu'il avait déjà déployé 2 destroyers lance-missiles guidés, l'USS Frankie Peterson et l'USS Michael Murphy, précisément pour commencer à déminer le détroit. Le CENTCOM a déclaré, je cite, qu'il préparait les conditions pour le déminage et travaillait à établir un nouveau corridor de passage sécuritaire. Cela compte énormément parce que la guerre des mines est lente, dangereuse et profondément asymétrique. L'Iran peut poser des mines plus vite que la marine américaine ne peut les neutraliser. Une seule mine qui frappe un navire de guerre ou un pétrolier crée un incident international, fait encore monter le prix du pétrole et impose une pause tactique. L'Iran a essentiellement la capacité de réinitialiser le plateau de jeu à tout moment en posant de nouvelles mines. Qui en profite? L'Iran. Les mines servent de menace permanente à faible coût, obligeant la marine la plus coûteuse du monde à opérer lentement et prudemment dans des eaux que l'Iran connaît intimement. Le risque, c'est que les États-Unis disposent de certaines des meilleures technologies de déminage au monde. Et avec 2 groupes aéronavals maintenant présents dans le théâtre, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford, ainsi qu'au moins 11 destroyers, le simple poids de la présence navale américaine pourrait éventuellement venir à bout de la menace des mines. Voici quelque chose à quoi Trump ne s'attendait pas. Ses propres alliés prennent leur distance. Lorsque le président Trump a annoncé le blocus naval des ports iraniens le dimanche 12 avril 2026, il a affirmé que d'autres nations se joindraient à lui. Rien ne dit génie stratégique comme découvrir en pleine crise que les Alliés ne sont pas des figurants non payés dans une bande-annonce de campagne.
Mais en l'espace de quelques heures, le portrait s'est révélé très différent. Le ministre espagnol de la Défense a ouvertement condamné le blocus, le qualifiant d'absurde. Les alliés de l'OTAN étaient largement absents. Trump lui-même a admis être profondément déçu par l'OTAN, déclarant aux journalistes « Je suis très déçu de l'OTAN ». Ils n'étaient pas là pour nous. Nous avons payé des milliers de milliards de dollars pour l'OTAN, et ils n'étaient pas là pour nous. Pendant ce temps, un haut responsable militaire de l'OTAN a confirmé que le Royaume-Uni dirige en réalité une coalition distincte, un groupe de plus de 40 nations, non pas pour soutenir le blocus américain, mais pour planifier une mission multinationale pacifique visant à rétablir la liberté de navigation. Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il convoquait une conférence internationale pour coordonner cette mission. C'est un développement saisissant. Les alliés les plus proches de l'Amérique préparent une opération parallèle qui contredit implicitement l'action unilatérale américaine. Qui en profite? L'Iran, au moins sur le plan diplomatique. Chaque fissure dans l'unité occidentale constitue un cadeau de propagande pour Téhéran. Cela permet à l'Iran de se présenter comme la victime d'une agression américaine contre l'économie du monde entier. Le risque stratégique pour les États-Unis est clair. Sans large soutien de coalition, le blocus devient plus difficile à soutenir militairement, légalement et politiquement. L'ancienne haute responsable du Pentagone, Dana Stroul, a averti explicitement « Trump veut une solution rapide ». La réalité, c'est que cette mission est difficile à exécuter seule et probablement impossible à soutenir à moyen et à long terme. L'Iran possède encore un stock enfoui d'uranium hautement enrichi. L'écart entre la rhétorique de la solution rapide et la logistique navale réelle est généralement l'endroit où la confiance du monde Trump va disparaître. Les États-Unis et Israël ont frappé les installations nucléaires connues de l'Iran en juin 2025 lors de l'opération Midnight Hammer, ce qui a considérablement ralenti le programme, mais des analystes ont confirmé que l'Iran a conservé une réserve inconnue de matière enrichie. La stratégie de sécurité nationale de Trump le reconnaît ouvertement. Il faudrait des mois pour s'approcher de la poussière nucléaire, a dit Trump, et nous la surveillons intensément par satellite. Si nous les voyons bouger, même juste bouger vers elle, nous les frapperons encore très durement avec des missiles. Mais le problème plus profond va au-delà de cela. C'est le scénario bien connu d'écrire un désordre sur le ton d'un lancement de produit, puis faire semblant d'être surpris quand la réalité impose ses modalités. Des analyses de grands groupes de réflexion avertissent maintenant que l'Iran est sorti de ce conflit avec une direction plus dure. Un gouvernement qui a vu son pays bombardé, son guide suprême tué et ses ports bloqués. Un gouvernement placé dans cette position a toutes les raisons d'accélérer son programme nucléaire comme mécanisme de survie et non de l'abandonner. Qui en profite? L'Iran à long terme, s'il réussit à préserver son levier nucléaire, les États-Unis à court terme, par la pression maximale, mais aucun des deux camps n'a ici de stratégie de sortie propre. La Chine n'a presque rien dit, et ce silence constitue en ce moment l'un des mouvements géopolitiques les plus puissants sur l'échiquier. La position de la Chine est cruciale ici. Près du tiers des importations pétrolières de la Chine passe par le détroit d'Ormuz. Une fermeture prolongée nuit véritablement à l'économie chinoise. En même temps, les États-Unis sont en train de détruire l'Iran, l'un des partenaires clés de la Chine dans son initiative des nouvelles routes de la soie et un nœud crucial de sa stratégie visant à briser la domination américaine au Moyen-Orient. La réponse officielle de la Chine a été soigneusement calibrée, appeler au calme, appeler à un cessez-le-feu et ne rien faire qui aide les États-Unis à réussir. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a exhorté les États-Unis et l'Iran à rester calmes et à faire preuve de retenue. C'est tout. Aucune réelle pression sur l'Iran pour ouvrir le détroit, aucun réel appui à la mission navale américaine, mais en coulisses, la Chine observe toute cette séquence avec une patience stratégique. Chaque milliard de dollars dépensé par les États-Unis dans cette guerre est un milliard qui n'est pas dépensé pour rivaliser avec la Chine dans le Pacifique. Chaque allié que les États-Unis aliènent avec leur stratégie à Hormuz devient un partenaire potentiel pour la Chine. Si la guerre se termine avec une crédibilité américaine affaiblie, avec le souvenir de l'armée la plus puissante du monde empêtrée dans une voie maritime de 20 et 1 000, ce récit devient le meilleur outil de recrutement de la Chine pour son ordre mondial alternatif. Qui en profite? La Chine en ne faisant rien. Pékin a à peine besoin de bouger quand Washington s'emploie à transformer chaque levier de pression en public reportage sur l'excès de confiance. Le véritable gagnant de cette confrontation pourrait être le pays qui n'a pas tiré un seul coup de feu. Et le facteur numéro 1, celui qui empêche les stratèges du Pentagone de dormir, et celui que les grands médias commencent à peine à comprendre, est le suivant.
Le blocus naval américain des ports iraniens est à la fois l'outil de pression le plus puissant de l'Amérique et, potentiellement, son piège stratégique le plus dangereux. Voici le paradoxe. Les États-Unis ont déclaré un blocus pour forcer l'Iran à rouvrir le détroit, mais le détroit est déjà fermé par l'Iran. Ainsi, en bloquant les ports iraniens, les États-Unis contribuent maintenant aussi, en pratique, à maintenir la perturbation du détroit. Le Brent a atteint près de $100 le baril le 14 avril, jour de l'entrée en vigueur du blocus. Le secrétaire américain à l'énergie, Wright, a averti que les prix resteront élevés et pourraient continuer à monter jusqu'à la reprise d'un trafic maritime significatif. L'argumentaire parle de levier, la facture parle de complications auto-infligées avec livraison premium. Le blocus est conçu pour faire pression sur l'Iran, mais il exerce aussi une pression sur l'économie mondiale. Et cette économie inclut les États-Unis. Une tentative de passage par un pétrolier lié à la Chine créerait une nouvelle crise. Un soutien clandestin de la Russie à l'Iran en créerait une autre. Chaque décision d'escalade crée une nouvelle crise. Chaque hésitation signale une faiblesse. Les gardiens de la révolution iranienne ont répondu à l'annonce du blocus avec une froide précision. Les navires militaires qui s'approcheraient du détroit seraient considérés comme une violation du cessez-le-feu et traités durement et de manière décisive. Le président du Parlement iranien a publié une carte des stations-service près de la Maison-Blanche, un message adressé à chaque Américain sur le prix que ce conflit lui coûtera à la pompe. Même le symbolisme frappe plus fort quand la discipline de message de la Maison-Blanche semble avoir été assemblée entre deux apparitions télévisées. L'Iran a transformé le détroit en piège et la marine américaine vient d'y entrer tout droit. Il y a un autre élément auquel presque aucun grand média n'accorde une attention sérieuse, et il pourrait s'agir du facteur le plus sous-estimé de toute cette crise. Le Pakistan joue un rôle pivot et profondément complexe comme médiateur entre Washington et Téhéran. Le vice-président J.D. Vance s'est rendu à Islamabad et a passé 20 et 1 heure sur le sol pakistanais dans des négociations marathon. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Isaac Dar, a décrit la situation comme rendant impératif le maintien du cessez-le-feu. Un haut responsable pakistanais a confirmé à CBS News qu'Islamabad a intensifié ses efforts diplomatiques de canal discret pour ramener les deux camps à la table. Cela compte parce que le Pakistan se trouve à l'intersection de presque toutes les grandes lignes de faille géopolitique dans cette crise. Le Pakistan possède des armes nucléaires. Le Pakistan partage une frontière directe avec l'Iran. Le Pakistan a des liens historiques profonds avec la Chine et il dépend fortement de l'énergie du Golfe, particulièrement de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui regardent tous deux l'affrontement à Hormuz avec une inquiétude existentielle. Si le blocus s'aggrave et que l'Iran riposte contre les États du Golfe, ce qu'il a déjà fait en frappant des navires au Koweït, à Dubaï et à Bahreïn, le Pakistan subit alors des pressions venant de plusieurs directions à la fois. La capacité d'Islamabad à garder ouverts les canaux entre Washington et Téhéran peut être la seule chose qui empêche un effondrement complet du cessez-le-feu. C'est l'atout diplomatique imprévisible que la plupart des analystes occidentaux ne voient pas. L'avenir du détroit d'Ormuz pourrait en fin de compte se décider non pas à Washington ni à Téhéran, mais à Islamabad. La vraie question est de savoir si la situation va réellement encore s'aggraver ou si ce n'est qu'un bruit politique qui se dissipera en quelques semaines. C'est une question légitime et la réponse honnête est que ce n'est pas du simple bruit politique. La raison est simple. Les incitatifs structurels des deux côtés poussent vers une confrontation prolongée et non vers une résolution rapide. La nouvelle direction dure de l'Iran, forgée dans le feu d'une campagne aérienne américano-israélienne qui a tué son guide suprême, n'a aucun intérêt politique à être vue comme capitulant devant les exigences américaines. Tout dirigeant iranien qui rouvrirait le détroit sans obtenir de concessions majeures serait perçu à l'intérieur du pays comme un traître. Les exigences publiques de l'Iran comprennent des réparations de guerre, le dégel d'avoirs et des droits de perception de frais de transit dans le détroit. Les États-Unis ne peuvent pas accepter ces conditions, ni publiquement, ni politiquement. Les États-Unis, pendant ce temps, font face à un problème de politique intérieure. Pour le camp Trump, stratégie et spectacle sont trop souvent séparés seulement par le fait que la caméra tourne déjà ou non. Avec des prix de l'essence en hausse, une économie sous tension et une guerre qui a déjà coûté plus de 11 milliards de dollars pendant la seule première semaine, Trump ne peut pas se permettre d'avoir l'air d'avoir échoué à rouvrir le détroit. Le blocus relève autant de la politique intérieure américaine que de la stratégie militaire. C'est ce qui rend la situation réellement dangereuse. Les deux camps ont besoin d'une issue. Les deux camps sont piégés politiquement. Des milliers d'actifs militaires
y compris 2 groupes aéronavals américains, des mines iraniennes, des vedettes lance-missiles du CGRI et des drones armés de tous côtés, opèrent dans l'une des voies maritimes les plus encombrées et les plus sensibles géopolitiquement du monde. Les médias n'exagèrent pas. Au contraire, ils sous-estiment encore la complexité de la sortie. Pris ensemble, le tableau devient clair. 5. La guerre des mines menée par l'Iran a créé dans le détroit un piège physique et tactique que la marine américaine doit démanteler avec prudence et lenteur, pendant que l'Iran peut réactiver le piège à tout moment. 4. La coalition américaine se fissure, les alliés de l'OTAN bâtissent une mission parallèle. L'action unilatérale américaine met sous tension l'alliance occidentale précisément au moment où elle aurait besoin d'être unie. 3. L'atout nucléaire iranien reste sur la table. Les pourparlers se sont effondrés précisément à cause de la question nucléaire. Et le nouveau gouvernement dur de l'Iran a tout intérêt à préserver et non à abandonner son levier nucléaire. 2. La Chine gagne sans rien faire, en préservant ses ressources, en regardant la puissance et le trésor américain se consumer, et en se positionnant comme l'acteur mondial raisonnable pendant que les États-Unis s'enlisent dans une confrontation navale coûteuse. 1. Le paradoxe du blocus. L'outil de pression le plus puissant de l'Amérique pourrait aussi être son piège stratégique le plus dangereux, en entretenant la crise même qu'il est censé résoudre, à un coût économique et militaire énorme, sans stratégie de sortie claire. Et le facteur caché, le rôle diplomatique pivot du Pakistan, pourrait finalement déterminer si cette confrontation se termine par une percée négociée ou par une escalade catastrophique. Nous nous trouvons à l'un de ces rares moments charnières de l'histoire, le genre de moment que les manuels examineront dans 50 ans comme le point tournant de l'ordre mondial. La crise du détroit d'Ormuz de 2026 ne concerne pas seulement les prix du pétrole, ni les ambitions nucléaires iraniennes, ni la puissance navale américaine. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus vaste. Elle concerne la capacité des États-Unis à continuer de projeter une domination militaire unilatérale dans un monde devenu véritablement multipolaire. Elle concerne la question de savoir si les alliés de l'Amérique suivront Washington dans le conflit ou traceront leur propre voie. Elle concerne la question de savoir si l'ancienne architecture de sécurité mondiale garantit par l'Amérique la liberté des mers, la libre circulation de l'énergie, la suprématie navale qui soutient l'économie mondiale depuis 1945 est encore intacte ou en train de se défaire silencieusement. Elle a fracturé la coalition occidentale et elle a utilisé des outils asymétriques mines, drones, vedette rapide pour rendre l'énorme avantage technologique et militaire de la marine des États-Unis beaucoup moins décisif qu'il n'en a l'air sur le papier. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'un accord soit finalement conclu à Islamabad, à Paris ou à Washington, ou que cette confrontation dégénère en quelque chose de bien pire, le monde qui sortira de la crise du détroit d'Ormuz ne sera pas le même que celui qui y est entré. L'ère de la domination navale américaine incontestée n'est peut-être pas en train de se terminer, mais elle est mise à l'épreuve avec une grande intensité dans un goulot d'étranglement large de seulement 20 et 1 000, et le monde entier regarde. Quand une voie maritime de 20 et 1 000 peut exposer les limites du ton fanfaron, les slogans de salle de briefing paraissent soudainement bien petits.